messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal qui reçoit pour vous ce soir le professeur Gaston Dindo, qui est le président du parti politique dénommé Mouvement pour le bien-être des Congolais. Il est également le coordonnateur de l'opposition extra-parlementaire. Avec notre invité de ce soir, nous allons évidemment débattre des questions d'actualité, notamment le bilan qui a été fait hier par le Premier ministre Matata Ponyo sur les actions de son gouvernement. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Mais avant de prendre notre invité de ce soir, mesdames et messieurs, retenez que ce dimanche 26 janvier 2014, la communauté internationale célèbre la 61e journée de la lèpre. C'est ainsi que le ministère de la Santé prévoit, à travers une série d'activités de son ministère, quelques programmes en faveur de la lutte contre cette maladie. Le reportage est signé par Patricia Bassoa. La République démocratique du Congo compte actuellement parmi les pays qui ont encore une charge importante en matière de la lèpre. Ainsi, le ministère de la Santé prévoit à travers son programme national d'élimination de la lèpre une série d'activités pour la promotion de la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo. Le dépistage précoce des malades et l'utilisation d'un traitement efficace basé sur une association de médicaments ont transformé l'image de la lèpre par guérison rapide et la prévention d'infirmités. Actuellement, la situation de la lèpre en République démocratique du Congo a évolué. Le seuil de l'élimination de la lèpre a été atteint au niveau national à la fin de l'année 2007. Mais il faut se dire que si la lèpre est éliminée aujourd'hui au niveau national, il n'est pas de même au niveau provincial, voire périphérique, car certaines provinces telles que le Katanga, l'Équateur, le Bandundu et la province orientale contiennent des districts, voire des zones de santé hyper-endémiques. C'est à ce niveau que le ministère de la Santé devra déployer plus d'efforts en utilisant de nouvelles approches telles que le recommande l'OMS pour améliorer la prise en charge des cas de lèpre. Pour rappel, c'est depuis 1954 que l'humaniste François Raoul Folero avait initié cette journée en faveur de personnes souffrant de la lèpre. Elle est commémorée chaque dernier dimanche du mois de janvier et a toujours été placée sous le signe de l'amour, de la charité et de la compassion pour nos frères et sœurs qui souffrent ou qui ont souffert de la lèpre. L'Association congolaise de banques ACB a tenu sa réunion trimestrielle ce vendredi 24 janvier 2014 dans la commune de La Gombe. C'était une occasion pour le monde financier d'échanger le vœu pour l'année qui vient de commencer. Invité d'honneur dans cette manifestation, on a noté la présence du vice-premier ministre en charge du budget Moukoko Samba et du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Patricia Amouli, Blaise Vunda, commentaire et images. Les invités à cette soirée haute en couleur d'échange de vœux des banques commerciales et l'Institut d'émission ont d'abord partagé un verre d'amitié au jardin de la résidence du 3e vice-président de l'Association congolaise des banques. Ensuite, les invités ont été conviés à suivre 4 discours. En premier lieu, le mot de bienvenue de M. Hassan Ouazni. Ensuite est venu le tour de Michel Losembe, administrateur délégué de la BIAC et président de l'Association congolaise des banques ACB. Ces derniers a félicité le gouvernement et les banques pour avoir bancarisé plus d'1 million d'agents de l'État en 2013. Il a aussi relevé la croissance économique forte et espère qu'elle sera de 8 voire 10% en 2014. L'ACB a aussi évolué en 2013 avec l'obtention de sa personnalité juridique qui lui permettra désormais de poser des actes directement, prendre des engagements, bref, prendre ses responsabilités. Donc en 2002, nous avions 6 banques, nous en avons 18 à fin 2013. Nous avions un total bilanciel de 200 millions de dollars à peu près en 2002, nous en avons 4,2 milliards à fin 2013. Nous ne financions l'économie qu'à concurrence de 60 millions de dollars il y a 10 ans et nous finançons l'économie pour à peu près 1,8 milliard de dollars en fin 2013. Les fonds propres des banques qui étaient quasi inexistants avec 30 millions de dollars il y a 10 ans sont à peu près à 600 millions de dollars en fin 2013, ce qui nous amène à un taux de bancarisation à peu près autour de 5% de la population. Le paysage bancaire est aujourd'hui composé de 11 banques internationales ou régionales,
de 5 banques locales et 2 banques de microfinance qui sont toutes les 18 membres de l'association. Troisième à prendre la parole, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, qui participe pour la première fois à cette réunion annuelle de l'ACB. L'autorité monétaire a déclaré que le secteur des microfinances est un axe à promouvoir et il faudra consolider le paiement par mobile banking. Sur le marché parallèle, la stabilisation a été également un contexte macroéconomique de transition. L'orientation générale de la politique monétaire a été dans le sens d'un assouplissement des instruments de la politique monétaire. En ce cadre, le taux indicatif a connu de révision à la baisse, passant de 4 à 3% en février dernier, avant d'être amené à 2% en novembre. À de la baisse, ce taux était au-delà de 70% en octobre 2009. La quatrième personne a bouclé les discours de cette soirée, c'est le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba. Il a salué la qualité du partenariat entre le gouvernement et les banques dans l'exploit de la bancarisation en République démocratique du Congo. Et pour terminer cette rencontre haute en couleurs, les invités ont partagé un repas fraternel. Nous le disions hier, dans un exercice devenu traditionnel, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a fait le bilan de ses actions 2013 et perspectives 2014. C'était devant la presse. John Gomboa Blaise Lunda, reportage. Le Premier ministre Matata Ponyo est revenu sur la sécurité et la politique, l'économie et les finances, ainsi que le social de la population congolaise. Pour l'ensemble des actions menées par son gouvernement dans ces domaines durant l'année 2013, le Premier ministre se déclare satisfait. L'élément le plus important ou des références, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. Devant l'Assemblée nationale, devant les députés, j'ai souligné cet aspect de la stabilisation du cadre macroéconomique parce que en elle-même, cette stabilité constitue un événement politique et économique de notre pays. Jamais dans l'histoire de notre pays, la RDC n'a réalisé une stabilité macroéconomique aussi permanente comme aujourd'hui. Tout naturellement, il annonce une croissance de ses actions au courant de l'année nouvelle. Mais Matata Ponyo pense-t-il que lui et son gouvernement seront encore aux affaires d'ici là? L'homme à la cravate rouge préfère positiver. Nous devons savoir que les hommes passent et les institutions restent. Ceci est très important, mesdames et messieurs la presse. Nous devons aussi nous habituer à la normalité de la gestion de la chose publique, à la normalité de l'exercice des fonctions publiques. Depuis octobre 2013, le gouvernement Matata Ponyo est réputé démissionnaire. À ce jour, l'ordonnance du président de la République nommant un autre Premier ministre ou reconduisant celui-ci est toujours attendue. Professeur, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Vous avez certainement suivi à travers les médias le compte-rendu du point de presse tenu par le Premier ministre Matata Ponyo sur les bilans des actions de son gouvernement. Un mot, une lecture par rapport à ce bilan 2013. Merci. Avant toute chose, je voudrais présenter mes meilleurs vœux aux téléspectateurs de l'antenne A. En ce qui concerne le bilan fait par les chefs de gouvernement, je me suis plus intéressé au bilan par rapport aux questions sociales. Et là-dessus, le Premier ministre a insisté sur le fait que le social, c'est aussi la construction des écoles, le social, c'est la construction des hôpitaux, le social, c'est l'achat de bus pour le transport public, le social, c'est les infrastructures aussi, et tant d'autres. Mais je suis étonné de voir que le Premier ministre ait une vision très limitée du social, je dirais très réductionniste, qui consiste à réduire le social aux infrastructures sociales. On peut construire les écoles, oui, mais il faudrait que les élèves puissent avoir la possibilité d'accéder à ces écoles. C'est ça le vrai social. On peut construire les hôpitaux, il faudrait que
la population puisse avoir la possibilité d'accéder à ces hôpitaux. On peut avoir le moyen de transport, il faudrait que la population puisse avoir le moyen de payer le frais de transport. C'est ça le vrai social. Et Monsieur Dindo, je peux vous retourner la question, mais pour qu'on puisse chercher de l'argent pour accéder dans les écoles, pour payer les soins médicaux, il faudrait qu'il y ait en fait ces infrastructures, il faudrait qu'il y ait des bus pour qu'après on voie comment payer ces bus, il faudrait qu'il y ait des hôpitaux équipés pour que chacun se demande maintenant après comment y accéder et tout vient étape par étape, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai dit pour vous, il existe le faux social et le vrai social? Non, j'ai dit que cet aspect de social, là, réduit aux infrastructures sociales, n'est pas suffisant. Mais pour vous, c'est quoi? C'est une vision réductionniste. Le social, d'abord, c'est la création d'emplois pour donner à la population la possibilité, donc le pouvoir d'achat, afin de pouvoir bénéficier de ces services-là et de ces biens. Je prends l'exemple en ce qui concerne la santé. On a construit l'hôpital de Cinquantenaire, ça fait 2 ans ou 3 ans que cet hôpital-là, la construction de cet hôpital est terminée. Mais ça ne s'ouvre pas parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de monde qui puisse avoir la possibilité de bénéficier des soins de santé dans cet hôpital qui serait un hôpital de luxe pour la majorité des Congolais. Alors, au lieu de se contenter de la construction des hôpitaux, on devrait à côté prévoir des mesures d'assurance maladie pour tout le monde. Aux concertations nationales, nous avons abordé cette question et je me souviens que le sénateur Souluvangui nous a rappelé qu'il y a une loi sur la création de mutuelles nationales de la santé pour pouvoir donner une couverture maladie sur le plan national, mais cette loi-là est en gestation au Parlement et jusqu'à présent, et ça n'a pas encore été adopté sa part. Je crois que le vrai social, c'est ça, c'est faire de sorte que cette loi-là soit adoptée afin qu'on puisse trouver la possibilité de donner une couverture d'assurance maladie à la majorité des Congolais. Donc, selon le professeur Dindo, le gouvernement Matata Ponyo a mal fait de commander plus de 200 bus et d'après les informations que nous avons reçues hier, jusqu'au mois d'avril, on comptera 500 bus à Kinshasa. Le gouvernement a mal fait. Je n'ai pas dit que le gouvernement a mal fait. J'ai dit tout simplement que ce n'est pas suffisant par rapport aux vrais besoins de la population. Mais il faut toujours commencer par un pour atteindre 2. Oui, mais j'aimerais dire la priorité actuellement, c'est de créer les emplois. Mais je n'ai pas entendu dans le bilan du Premier ministre quels sont les emplois que le gouvernement a créés pendant l'année dernière et par rapport à la perspective d'avenir. Quel serait le nombre d'emplois que le gouvernement pourra créer dans une année, dans 2 ans. Rien du tout. Je n'ai rien attendu de tout cela. En ce qui concerne l'amélioration de revenus, par rapport aux perspectives, je n'ai pas entendu... Il y a déjà la bancarisation, si vous voulez qu'on parle de l'amélioration des revenus. Oui, mais la bancarisation n'a pas amélioré la revenu de fonctionnaires parce que... C'était pas la première étape? Non, le gouvernement, le Premier ministre avait dit ceci au début de l'année dernière, qu'avec la bancarisation, l'argent qui sera récupéré sur les fictifs, les fonctionnaires fictifs comment dirais-je, le cadre de fonction publique mettait sur des listes de paie, cet argent-là va contribuer à améliorer les salaires des fonctionnaires. Et on a fait des calculs. Il était question qu'on ajoute sur le salaire de fonctionnaires, je crois, une affaire de 100 à 150 000 francs congolais. On devait aller palier par palier. Mais moi, je n'ai rien entendu de tout cela. Donc voilà. Et depuis que la bancarisation a commencé, on récupère énormément de fonds, mais on nous dit, voilà, qu'on investit ça ailleurs au lieu de s'occuper de l'amélioration des revenus des fonctionnaires. C'est ça la priorité du social. Alors mais est-ce que les concernés, les fonctionnaires, ne sont-ils pas contents? Ils ne sont pas contents du tout parce que... Ils vous ont dit ça? Oui. Moi, je rencontre les fonctionnaires, je rencontre des enseignants. Moi-même, je suis enseignant. Et les gens vont passer des journées entières devant le banque pour toucher 50 000 $. Il y a d'autres cas aussi, par exemple, à l'intérieur. On parle de la bancarisation dans les endroits où il n'y a même pas de banque. Et on s'est retrouvé dans des situations telles que dans le territoire d'Issangui. Les gens ont quitté les hôpitaux, les écoles pour aller passer un mois au centre-ville en train d'attendre leur agent de la banque. Et raison pour laquelle, d'ailleurs,
au niveau de l'éducation nationale, on veut maintenant associer le Caritas pour faire parvenir l'argent. On devrait d'abord commencer par inciter ce qui n'est peut-être pas mauvais. Oui, mais la bancarisation voudrait dire aussi inciter les banques à s'installer à l'intérieur. Il faut leur... Monsieur Dindo, vous êtes encore avec nous sur ce plateau. Nous poursuivons ce journal. Nous nous rendons cette fois-ci à la Chambre haute du Parlement pour vous dire que la loi portant amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et autres infractions politiques a été votée le jeudi 23 janvier 2014. Les sénateurs ont à la même occasion voté la loi sur la reddition des comptes pour 2012 à la Chambre basse du Parlement. Par contre, le ministre de PT-Intic, Kinké Moulumba, a donné des explications sur la gestion du code 243 et du point CD. Reportage. La Chambre haute du Parlement a voté jeudi 23 janvier 2014 la loi sur l'amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques commis en sol RD congolais entre le 20 décembre 2005 jusqu'au 20 décembre 2013. Cette loi tant attendue au pays est à ses niveaux à sa première lecture chez les sénateurs avant celle des élus députés nationaux à l'Assemblée nationale. Le présent projet de loi prend en compte différentes considérations en rapport avec la nature de faits commis, les acteurs en présence, les engagements pris par l'État RD congolais au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013, les déclarations unilatérales de Kampala pour ne prendre que ces exemples. L'amnistie dont il est question dans cette loi vise à apaiser, pacifier de manière définitive le climat de tension qui a prévalu dans les rapports entre États et individus ou entre individus eux-mêmes après la lutte. Cette loi vient affirmer la volonté des uns et des autres pour un retour à la situation normale afin de réconcilier le corps social, l'amnistie étant considérée comme une des approches pour favoriser la vie en communauté dans la paix. Le ministre des Postes, Téléphones, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a eu l'occasion de s'adresser ce mercredi 22 janvier 2014 aux députés nationaux. C'était au cours de la plénière consacrée au contrôle parlementaire. En effet, dans une question orale avec débat adressée au ministre Kinké Moulumba, les députés nationaux ont demandé des éclaircissements sur la gestion du code 243. De leur avis, la fraude s'amplifie autour de ce code. Et du code 00243, loi de président, est une question très importante pour notre pays. Étant donné que c'est une question non seulement très importante pour loi de président, mais c'est un domaine aussi qui devait normalement générer beaucoup de recettes pour la République démocratique du Congo. Nous avons vu très actifs dans la traque des fraudeurs qui s'illustrent dans les détournements du code 00243. Le point CD et les codes 00243 constituent les deux faces d'une même pièce. À travers ces explications, le membre du gouvernement s'est engagé à faire revaloriser les secteurs à sa disposition de manière à ce que les Congolais en tirent des dividendes. Il reste conscient de l'importance accordée par plusieurs compatriotes aux outils indispensables sans lesquels la mondialisation est un vain mot. J'ai toujours dit que le ministère de PT-Intic était d'abord un ministère d'assiette et que c'est un ministère qui était à ce jour, disons, très peu considéré. Depuis la mise en place de cette équipe gouvernementale, vous avez vu qu'en si peu de temps, on a fait du résultat. Et je peux vous assurer que je suis moi-même, bien entendu avec les fonctionnaires du ministère, avec mes collègues du gouvernement, donc j'ai toujours tiré profit du soutien. Je suis un homme heureux en ce jour. Et je dois dire que je remercie sincèrement notre collègue, parce que je suis aussi député, élu et réélu, Mouyaya, pour l'opportunité qu'il m'a donnée ce jour de m'exprimer devant ces micros prestigieux de l'Assemblée nationale congolaise. Par ailleurs, les ministres du Plan et la mise en œuvre de la révolution de la modernité a été aussi l'hôte des députés nationaux.
L'Institut national de sécurité sociale INSS n'a pas dérogé à la règle en ce mois de janvier 2014. La cérémonie d'échange de vœux entre la direction générale de cette entreprise de l'État et le personnel était une occasion pour la directrice générale de cette entreprise, nous avons cité INSS, de faire le bilan des activités de son entreprise durant l'année 2013 et les perspectives 2014. Reportage de Africa Mujinga. Tout le monde était au rendez-vous pour évaluer les travaux effectués pendant l'année 2013 et projeter les perspectives pour l'année 2014. Présent à cette cérémonie d'échange de vœux, le ministre du Travail et Prévoyance sociale, ce dernier a encouragé l'initiative de la prise en charge du social des travailleurs congolais, telle qu'est prônée par l'INSS. Vous avez bien travaillé, vous avez réalisé de bons résultats en 2013. Je souhaite que cet effort se poursuive en 2014, que vous fassiez davantage. Vous aurez remarqué que ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. 2013, les bilans étaient positifs pour Madame le directeur général AU de l'INSS, Agnès Mouad. Cependant, a-t-elle indiqué, son institution a connu la perte de quelques agents. La direction générale a réalisé plusieurs autres actions qui concourent également à l'objectif de redressement de notre institution. L'amélioration progressive des conditions de travail, notamment par l'affectation de l'outil informatique et l'assainissement de l'environnement de travail. Je souhaite que 2014 soit pour chacun de vous une année de bonheur, de paix, de bonne santé et de prospérité. Pour finir, ces deux partenaires, à savoir le personnel et la direction générale, se sont donné quelques directives à respecter. 2014, pour eux, l'année demeurera celle de l'amélioration des prises en charge des travailleurs, l'amélioration du social des agents de l'INSS. La semaine qui s'achève, l'actualité à Kinshasa est également dominée par la mesure prise par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, interdisant donc la circulation dans la commune de la Gombe des bus ou taxibus dénommés Esprit des Morts. Nous avons dit 207. Toutefois, lors d'une réunion présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, un délai de 45 jours a été accordé à tous les automobilistes des 207, donc taxibus, afin de se mettre en ordre quant au contrôle plutôt technique et au reste d'état de leurs véhicules. Suivez ce reportage en condensé. Les 207, ces bus qui font parler d'eux à Kinshasa, vont-ils disparaître de la circulation? Peut-être, mais pas pour l'instant, à considérer la réalité sur le terrain. Certes, l'accès à la commune de la Gombe leur a été interdit par le nouvel inspecteur provincial de la police, ville de Kinshasa, mais pas la circulation. Ce mardi 21 janvier, date d'entrée en application de la mesure de l'autorité urbaine de la police, plusieurs conducteurs de ces bus se sont gardés d'approcher le centre-ville. Ceux opérant sur la ligne Kingaboa-Gare Centrale ont préféré s'arrêter à mi-chemin. Comme on nous a interdit de circuler en ville, nous nous sommes arrangés pour nous arrêter en dolo. Pour les usagers du transport en commun, la mesure de l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa aurait pu attendre car pour l'instant, les bus de l'État ne sont pas en mesure d'assurer la desserte de toutes les lignes. La décision prise est mauvaise parce que jusque-là, l'État lui-même n'est pas en mesure de résoudre les problèmes de transport des Kinois. Ce n'est pas bon. Normalement, l'autorité doit faire en sorte que les bus 207 deviennent viables. Nonobstant la mesure contraignante, certains conducteurs des 207 se sont hasardés à visiter la gare centrale sans être inquiétés. Preuve que la récente mesure est vouée à l'échec, défi de l'autorité ou simplement comportement des assoiffés du gain. En tout cas, l'avenir n'est pas loin de le préciser. Wait and see. La mesure d'interdiction de circulation des Mercedes 207 à la Gombe, prise par le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Kanyama, a été tempérée, voire nuancée par le gouvernement. En ce qui concerne spécifiquement les véhicules dont l'état technique n'est pas bon,
un délai de 45 jours est accordé pour que tous les exploitants de ces véhicules se mettent en ordre, en commençant justement par les contrôles techniques. Et sur ce point, nous voulons être le plus clair possible et le plus ferme. Ce délai de 45 jours ne va pas souffrir d'exception, ni de dérogation, ni... Au sujet du contrôle technique, le gouverneur de la ville donne quelques sites. Nous avons 3 sites pour le moment de contrôle technique. Le premier site dans l'enceinte de l'Office des routes à Kingabwa. Le deuxième site, c'est à l'Institut national de l'INPP, Institut national de préparation professionnelle. Et le dernier site, le plus grand, c'est à la Fikine, où 200-300 véhicules peuvent passer au contrôle technique. Donc, on insiste, ils ont 45 jours pour se mettre en ordre avec le contrôle technique. Ils ont 45 jours pour arranger leurs phares, leurs portières et mettre la couleur bleu-jaune. Ils ont 45 jours. Après les 45 jours, il y aura un contrôle qui va se faire. Chers propriétaires de véhicules de transport en commun au contrôle technique, le compte à rebours a commencé. Il reste 45 jours moins quelques heures. Les habitants de la commune de Bumbu, eux, lancent plutôt un SOS à l'endroit du pouvoir public. Le pont qui relie la commune de Makala à celle de Bumbu, donc leur commune, donne du fil à retordre à ses usagers quant à la traversée. Retour sur ce reportage de Nadia Koulenfouka. On se croira à l'arrière-pays et pourtant nous sommes en pleine capitale Kinshasa. Ici dans la municipalité de Bumbu, cet exercice est devenu le quotidien de la population riveraine du quartier Landou qui éprouve d'énormes difficultés lors de la traversée sur ces ponts qui relient la commune de Bumbu et celle de Makala. En effet, les travaux de construction initiés sur fonds propres de l'hôtel de ville ont connu un frein quant à son exécution. Cette situation épouvantable donne du fil à retordre aux habitants et passants, d'où cet appel de détresse pour déplorer la négligence observée dans la poursuite de travaux. Ce qui est manque de suivi à l'hôtel de ville, puisque l'hôtel de ville, le gouvernement provincial a financé $6 000 pour la pompe. Nous regrettons parce que le gouvernement provincial et l'hôtel de ville qui ont financé ces travaux l'ont abandonné. Et aujourd'hui, la population souffre de ces côtés. Dans ce qui ressemble à un chemin de la croix, les élèves ne sont pas épargnés. En cas de faux pas, ils risquent de tomber dans l'eau et repartir à l'école ou soit à la maison mouillée. Une situation qui doit normalement interpeller l'autorité urbaine, initiateur des travaux, afin de trouver des solutions le plus tôt possible. Professeur Dindo, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du mouvement pour le bien-être des Congolais et vous êtes notre invité de ce soir. Une autre question par rapport à la décision qui a été prise sur la circulation des bus 207. Qu'est-ce que vous pensez de ça? N'est-ce pas là une bonne mesure? La mesure est bonne, mais nous avons assisté à une cacophonie qui repousse la décision. Non, je crois que là il y a un problème parce que la police n'est pas là pour annoncer des décisions. La police est là pour accompagner les décisions prises par les autorités politiques. Et je crois que tout de suite après, il y a eu un communiqué qui interdit maintenant aux autorités de la police et de l'armée de faire des déclarations à travers les médias parce que, effectivement, on n'est pas dans un état policier où les généraux, chefs de police, chefs de l'armée, comme ça, décident sur la vie publique des gens. Non, on est dans une démocratie et on devait respecter ce principe-là. Donc, dorénavant, il n'est pas souhaitable que les décisions soient prises par les autorités policières. Et là aussi, on assiste pratiquement à un désordre en ce qui concerne la salubrité de la ville. On détruit maintenant les petits marchés, par exemple à Motel Fikine, même à l'intérieur, là où il ne s'agit pas d'une artère principale, mais on détruit les marchés à l'intérieur, soi-disant parce qu'il y a eu des autorités de la police qui ont pris cette mesure-là. Je crois que la responsabilité politique revient aux autorités de la ville et même aux autorités municipales, aux bourgmestres des communes, de voir comment on peut mettre de l'ordre dans la commune. Et la police est là
pour accompagner ces mesures-là et non pas pour prendre des mesures de destruction des biens des gens. Oui, justement, par rapport à la destruction des petits marchés, M. Dindo, parfois on a l'impression que l'opposition veut quelque chose et son contraire. Quand on laisse faire, vous critiquez. Quand on interdit, vous revenez encore pour critiquer. Non, nous voulons que les choses se fassent dans l'ordre. On a dit, voilà, on devrait enlever les commerces sur le long des artères principales. Ok. Sur le boulevard Lumumba, sur le boulevard Tanger, sur l'avenue de 24, sur tout ça, Willery, ok. Mais à l'intérieur des quartiers. Dans les quartiers peuvent rester sales, en fait. Non, les marchés ne font pas que le quartier devienne sale. Ce qui fait que le quartier devienne sale, c'est l'insalubrité. Et ça, l'insalubrité, il y a un service d'hygiène. Et ces gens, les vendeurs dans ces marchés-là, payent de l'argent pour le service d'hygiène pour qu'on puisse collecter les déchets, les poubelles, les immondices et les jeter. Et ils payent pour ces services-là et en même temps, ils sont sanctionnés pour avoir exercé leur commerce. Et ça, c'est injuste. Oui, une toute dernière question à notre invité pour boucler ce journal. Monsieur Dindo, j'avais retenu dans vos réponses, vous avez cité ou bien évoqué le problème de l'hôpital du Cinquantenaire, mais hier, je crois que le chef du gouvernement a évoqué la question liée aux 137 centres de santé qui sont équipés actuellement. Oui, c'est très bien. Mais, comme je l'ai dit, il faudrait que la population puisse avoir la possibilité d'accéder aux soins de santé dans ce centre de santé-là. Il faudrait le plus vite possible créer la mutuelle nationale de santé pour donner une couverture maladie à tout le monde. Mais le plus important, je crois que le gouvernement de cohésion nationale va s'atteler à cela, la création des emplois. Donc il faut être patient. Il faut, pas seulement être patient, mais il faut y travailler. Il y a des investisseurs qui veulent venir dans notre pays et nous avons pris des contacts avec eux. Il faudrait maintenant les rassurer pour qu'ils puissent investir et créer des emplois et donner un revenu décent aux Congolais. Et nous avons, nous, à notre niveau, donc à mon niveau personnel, fait une suggestion au chef de l'État et aux deux coprésidents du comité de suivi des recommandations de concertation nationale, afin de créer un ministère d'investissement et d'industrialisation pour s'atteler rapidement à des investissements colossaux et à l'industrialisation de notre pays. Parce qu'avec le petit budget de 8 milliards de dollars, je ne crois pas qu'on pourrait atteindre les objectifs de la révolution de la modernité et d'un État émergent. Il est très important qu'on puisse maintenant intéresser les investisseurs étrangers qui peuvent amener de grands capitaux. Alors pour les intéresser, il faut les rassurer, il faut les aider, il faut les accompagner à travers ces ministères d'investissement afin que l'on puisse créer des emplois et procéder à l'industrialisation de notre pays. Professeur Dindo, il sera difficile peut-être pour vous de parler de tout ce que vous tient à cœur parce que nous courons derrière le temps. Nous vous aurons comme invité certainement dans d'autres émissions de notre chaîne, des émissions un peu plus élaborées. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec les informations sur Antenne A, c'est demain. Au revoir.